Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire de My Happy Job dédié à l'hypersensibilité. Alors, on va parler de ce sujet car dans la collection My Happy Job, qui compte aujourd'hui 9 livres, je suis ravie d'avoir pu publier en tant que directrice de la collection le livre de Fanny Marais sur l'hypersensibilité au travail. Alors, pour bien démarrer ce webinaire, je vais d'abord laisser la parole à Fanny pour se présenter et nous en dire un peu plus, déjà sur, toi, ton parcours et puis, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Je te remercie Fabienne de m'accueillir. Je suis ravie de poursuivre l'expérience avec toi. Je peux en effet vous dire 2-3 mots sur moi si vous le souhaitez. Je vous ai préparé pour cela quelques rapides slides puisque l'idée, c'est vraiment qu'on ait du temps pour que l'on puisse échanger ensemble dans la deuxième partie de ce webinaire. Donc simplement 2-3 mots pour vous dire que j'ai été salariée en fait pendant 12-13 ans dans des grands groupes et c'est à la suite de ça que je me suis reconvertie au coaching. J'ai fait plusieurs formations de coaching. J'ai fait une formation à la posture de base, d'accompagnante, disons. Et puis, je me suis spécialisée dans la systémie parce que je commençais déjà à pressentir que ce serait, disons, une méthode d'accompagnement qui conviendrait bien aux personnes à haut potentiel et hypersensibles, puisque je me suis aussi spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui possèdent ces caractéristiques. Et donc, c'est comme ça un peu que j'ai, disons, bâti mes formations. Donc, à la suite de ça, j'ai commencé à exercer. J'accompagne des particuliers, mais aussi des salariés en entreprise. Je donne aussi des formations en entreprise, toujours un peu autour de la thématique de la connaissance de soi. Je fais passer aussi des tests d'intelligence émotionnelle qui s'appellent EQI. Donc, tout tourne un peu autour de cette thématique émotionnelle. Et puis, je vous ai mis le petit logo de l'Observatoire de la sensibilité puisque je le co-dirige avec Élodie Crépel sous le patronage de Saverio Tomasella, qui est aussi la personne qui a préfacé mon livre, puisque tout cela, en effet, a abouti à ce livre sur ta proposition il y a à peu près 1 an, Fabienne. Donc, Ah. je te remercie de nouveau et j'en suis ravie. Le plaisir est vraiment partagé. Alors justement, ton livre s'appelle Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail. Donc, il vient de sortir aux éditions Vibert. Est-ce que tu peux, nous présenter ton nouveau bébé? À quoi il ressemble? Avec plaisir. Alors, voici la couverture. On parlait, juste à l'instant avant l'enregistrement, de la couleur de la couverture, parce que l'hypersensibilité ne concerne pas que les femmes. Donc, on avait mis un point d'honneur à choisir une couleur qui soit différente, d'une couleur genrée. Alors là, pour le coup, on est peut-être dans du masculin, mais on va voir que justement, les genres se mélangent dans l'hypersensibilité. Voici quelques extraits, en fait, du livre, simplement pour vous montrer comment il se compose. Je vous ai pris du coup des exemples avec le chapitre premier qui est sur la définition de sa relation au travail, qui était pour moi un chapitre préliminaire très important en fait pour poser les choses comme un peu dans une séance de coaching. Le chapitre s'ouvre toujours en fait par une mise en bouche entre guillemets sur la thématique du chapitre comme vous le voyez là. Et puis il y a le carnet de bord tout de suite qui vous permet en fait un petit peu de définir vos objectifs, toujours comme dans un coaching, dans la lecture du chapitre. Et puis on retrouve le carnet de bord à la fin du chapitre, ce qui vous permet un petit peu de faire le bilan par rapport aux apprentissages que vous aurez eus au cours du chapitre. Quand on rentre dans le chapitre plus précisément, on a un témoignage pour poser un petit peu le sujet plus précisément et ensuite un décryptage de ce témoignage pour essayer de voir un peu quelles thématiques vont être abordées dans le chapitre. Et ces thématiques sont abordées en fait sous forme de clés. Donc vous en avez un nombre qui peut varier en fonction des chapitres et qui va vous permettre en fait au fur et à mesure de progresser. C'est aussi émaillé de témoignages, de citations, d'extraits d'autres livres dont je me suis inspirée pour vraiment vous aider à progresser tout au long de chaque chapitre. Et donc, les 10 chapitres ont aussi une progression. Donc, on peut les lire dans le désordre hein, si on se sent plus concerné par un chapitre ou un autre. Mais c'est vrai qu'il y a une progression logique. Donc, comme je vous le disais, ça démarre par la définition de sa relation au travail qui est pour moi un préalable important. Et puis, je rentre en fait ensuite dans les différentes spécificités, si vous voulez, de l'hypersensibilité et de l'hypersensibilité au travail. Donc, on va forcément se parler de sensorialité, d'émotion. Et puis, on rentre dans les belles qualités des personnes hypersensibles au travail, à savoir l'empathie, l'intuition.
On va bien sûr faire un détour par les pensées qui sont en ébullition parce qu'il y a des conséquences et notamment sur le passage à l'action. Le passage à l'action, on va y revenir plus tard, qui permet aussi de redorer, entre guillemets, l'estime de soi. Et puis je termine par la clarification des relations de travail parce que c'est souvent un gros point bloquant chez les hypersensibles. Et finalement, un dernier chapitre un peu de clôture qui permet de s'interroger sur comment on veut vraiment se sentir au travail et est-ce que finalement on ne doit pas réinventer sa propre relation au travail quand on est hypersensible. Très bien. Et par rapport à ta présentation, il y a une première question et notamment par rapport à ta présentation à toi. Malika nous demande: «Est-ce que tu es toi-même hypersensible?» Alors je vais répondre, très naturellement oui. Moi j'ai découvert, mon hypersensibilité quand je me suis justement formée au coaching. En fait, au gré de mes recherches et de mes rencontres avec, les spécialistes du sujet, ils m'ont aidée, eux-mêmes à affiner ce qu'était ma propre hypersensibilité. Parce que je peux le préciser, bien sûr, il y a plein d'hypersensibilités différentes. On va voir qu'il y a certaines caractéristiques qui sont plus présentes chez certaines personnes que chez d'autres. Et donc, c'est important aussi de rentrer dans le détail de sa propre hypersensibilité. Très bien. Alors justement, moi j'aurais une première question, qui peut paraître simple par rapport au sujet qui nous a minimes aujourd'hui, mais qui est essentiel. Ça veut dire quoi être, hypersensible et c'est quoi l'hypersensibilité? Comment, tu la définis? Alors, je vous ai préparé quelques petites slides aussi là-dessus. En effet, il me semblait important qu'on ait peut-être cette définition préalable ensemble pour qu'on soit bien d'accord sur les termes, employés. Moi, j'aime bien définir, l'hypersensibilité par ces 3 points que vous voyez à l'écran, à savoir la charge sensorielle, l'intensité émotionnelle et l'ébullition des pensées dont je parlais précédemment. Je vais rentrer dans le détail derrière, mais, la charge sensorielle, on peut appeler ça aussi de l'hyperesthésie, c'est-à-dire le fait que vos 5 sens ou peut-être un, 2, 3 sens sont, plus développés, que la normale. L'intensité émotionnelle, on va y revenir, mais ce qui est important là-dedans, c'est le terme intensité, parce que bien sûr que tout le monde, vit des émotions, mais ce qui change en fait pour les personnes hautement sensibles, c'est justement cette intensité et puis, l'ébullition des pensées est due au fait aussi que si vous voulez, les personnes hypersensibles sont surstimulés, à la fois, en interne et en externe, et parfois, peuvent éprouver des difficultés à filtrer, ces informations. Donc, je voulais revenir sur ces 3 points et simplement vous dire que finalement, l'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus élevée que la moyenne. Donc on peut aussi l'appeler, haute sensibilité, sensibilité élevée. Le terme hypersensibilité, ce n'est que la traduction, des ouvrages d'Hélène Aron qui parlait de highly sensitive person. Donc c'est comme ça que ça a été traduit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler aussi de sensibilité élevée pour parfois contourner le fait que certaines personnes vont trouver que le préfixe hyper est un peu négatif. Très bien. On a plusieurs questions justement par rapport à cette première définition. Oui. Est-ce qu'on lit systématiquement hypersensibilité et haut potentiel? Quel est le Alors, lien entre les 2? oui, c'est une très bonne question. J'en parle aussi dans le livre. On peut dire de façon très simple qu'une personne à haut potentiel est la plupart du temps hypersensible. Après, il se peut qu'il y ait certaines personnes à haut potentiel qui aient, tellement enfoui, cette partie, sensible, de leur personnalité qu'elles ont du mal à la refaire émerger. Donc, on peut dire qu'il y a à peu près 90 des personnes à haut potentiel qui sont hypersensibles. En revanche, il y a 2,5-3 de la population qui est dite à haut potentiel. Donc c'est pas le haut potentiel tel qu'on l'entend en entreprise, c'est le haut potentiel tel que défini par le test de QI. C'est un test de QI qui définit ce haut potentiel et qui s'appelle le WICE, ça dépend comment on le prononce, pour les adultes ou le WISC pour les enfants. En revanche, pour ce qui est des personnes hypersensibles, les dernières études, là aussi des équipes d'Hélène Aron aux États-Unis, le définissent, pour à peu près 30 de la population mondiale. Donc vous voyez que les pourcentages ne sont pas les mêmes, ce qui signifie qu'une personne hypersensible n'est pas nécessairement une personne à haut potentiel. Mmh. Très bien, c'est très Et clair. il y a pas de test, en particulier, aujourd'hui, pour, définir cette hypersensibilité, tel qu'un test de QI par exemple, parce que on ne se parle pas de QI justement. Heu, donc il y a, si vous voulez, des questionnaires qui sont mis en place. Il y en a un notamment dans le livre, vous en retrouverez aussi sur le site de l'Observatoire de la sensibilité, qui vous permettent finalement de, disons, vous jauger, hem
par rapport à ce questionnaire. Après, ce qui est important, c'est aussi ce que vous ressentez, ce que vous vivez et aussi ce que vous vivez au travail et qui peut-être vous met sur la voie, de cette, hypersensibilité. Mmh, d'accord, donc Mmh. ça peut être intéressant aussi d'aller faire un tour sur le site de l'observatoire pour avoir quelques clés pour, mieux se situer aussi, Tout à fait. d'éventuelles hypersensibilités. Très bien. On va parler maintenant un peu du monde du travail. Alors, on peut Mmh. voir l'hypersensibilité de 2 manières. On peut la Mmh. voir comme un fardeau, on peut aussi la voir, comme un super pouvoir, une force. Quel est ton avis là-dessus? Et bah, nous, forcément, on est très optimistes et on est, je dirais, pour aussi cultiver ces différences au travail. Donc, bah, clairement, est-ce que ça penche un peu plus, du côté de la force qu'autre chose? Bah, l'idée, en tout cas dans le livre, hein, c'était aussi, de véhiculer cette image, d'une hypersensibilité, qui serait une vraie force, dans le monde du travail parce que, en tout cas moi à titre personnel, j'espère que le monde du travail peut s'ouvrir davantage, à la beauté des émotions et comprendre que finalement, une personne, un manager, ou un collaborateur qui est connecté à ses émotions, peut aussi être très performant, voire l'être davantage, puisque ce que recherche l'entreprise, c'est la performance. Mais quand on se parle du monde du travail, il n'y a pas que le monde de l'entreprise, donc ça va être intéressant aussi de voir par rapport au statut d'entrepreneur, par exemple, qu'est-ce qui fait que mon hypersensibilité est utilisée à bon escient. Alors, je vous ai préparé en effet quelques petites slides en ombre et lumière, comme tu le disais, Fabienne, pour essayer de voir avec chaque caractéristique que je vous ai présentée précédemment, qu'est-ce qui, parfois peut poser problème et puis finalement, qu'est-ce qui en fait aussi un trésor? Je vais commencer par la sensorialité. La sensorialité, c'est comme je vous disais précédemment, le fait que, certains sens soient très stimulés, chez les personnes, hautement sensibles. Ce qui peut poser, je pense, le plus de difficultés au travail, quel qu'il soit, c'est certainement, l'ouïe. J'ai envie de dire, que l'ouïe, ça va être, peut-être, très embêtant pour certaines personnes, très sensibles qui vont avoir du mal à se concentrer. Heu, alors, on va pouvoir me dire: «Oui, enfin, c'est le cas de tout le monde, quand il y a du bruit, c'est difficile de travailler». Je suis complètement d'accord, mais c'est vrai que pour une personne, hypersensible, ça va être carrément, «géobloquant» entre guillemets. C'est-à-dire que cette personne aura besoin de s'isoler, dans une salle de réunion si elle travaille en open space. Si elle est dans un bureau individuel, ça va être beaucoup plus simple pour elle. Si elle partage le bureau, elle peut tout à fait, échanger avec sa cobureau pour que parfois, chacune ait des moments, de calme pour pouvoir, travailler. Donc c'est vrai que l'ouïe, ça va être quelque chose d'important, pour les personnes hypersensibles et pour justement, éviter d'être un peu, échec et mat comme sur la photo, l'idée, c'est aussi de se reconnecter à ses sens et de voir en quoi ils vous apportent quelque chose de merveilleux. Parce que le fait d'être, connecté à sa sensorialité, ça vous permet aussi de percevoir beaucoup de choses puisque, le mode de perception, des hypersensibles, va être très affûté et donc ça fait aussi, des ça je veux dire que cette caractéristique permet aussi à certaines personnes d'être très créatives ou, de se connecter à leurs fibres artistiques, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a tendance à voir la sensorialité comme quelque chose de compliqué, quand on est au travail, mais ça peut être aussi quelque chose de formidable si on s'autorise à ressentir tout cela. Oui, on a des témoignages qui vont en ce sens Oui. par rapport, justement, à Louis et du coup, on nous parle aussi il y a Nathalie qui nous parle de la vision et on nous dit, donc il y a Marie-Pierre qui nous dit: «Tout à fait, je ne supporte pas le bruit qui m'empêche de me concentrer» et on a aussi Johanna qui nous dit: «J'en ai beaucoup souffert dans l'open space. En revanche, cela ne dérangeait pas mes collègues, je me sentais un peu à part». Donc je trouve que ça déculpabilise aussi de se dire, voilà, on n'est pas tout seul à ressentir, cela et c'est, logique par rapport à l'hypersensibilité. Oui, 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 c'est vrai que, la vision, j'en ai pas parlé, mais elle touche aussi, beaucoup de personnes hypersensibles qui vont avoir besoin parfois, d'une luminosité plus faible. Il y a quelqu'un qui témoignait il y a quelques jours et qui disait que, il y a des personnes, des collègues au travail qui lui disaient: «Tu sais qu'on paye l'électricité, hein, tu as le droit de mettre de la lumière».
Et en fait, c'est parce qu'elle avait besoin d'avoir très peu de lumière dans le bureau pour pouvoir là aussi se concentrer et ne pas être perturbée par tout ce qui se passe autour. J'aurais pu parler aussi de l'hyperesthésie visuelle, le fait d'avoir besoin parfois que le bureau soit très bien rangé pour pouvoir travailler. On parle souvent de ranger du dehors pour que la tête soit elle-même bien rangée. Pour certaines personnes, je ne dis pas pour tous les hypersensibles, mais pour certaines personnes, ça va être important aussi. On a Fanny qui partage, qui nous dit que le casque anti-bruit, ça lui a changé la vie aussi. Et en effet, il y a Anne qui nous dit pareil, que c'est déculpabilisant d'entendre tout ça. Donc, et Mouna nous dit aussi, j'ai eu la chance d'avoir une manager compréhensive sur le fait d'avoir besoin de m'isoler pour travailler. Donc, c'est vrai que du coup, c'est important aussi de savoir communiquer là-dessus pour trouver, voilà, pour pas que les gens le prennent mal quand on a besoin de s'isoler. Exactement, le casque anti-bruit, en effet, j'y pensais tout à l'heure. C'est vrai que parfois, il y a des personnes qui vont vous dire: «Mais, pourquoi est-ce qu'elle se met un casque sur les oreilles? Elle n'a pas envie de nous entendre. Est-ce qu'on la dérange?» Et parfois, c'est mal interprété, en fait, par les collègues. Donc ça peut être important de faire un peu d'explication de texte, entre guillemets, sur le fait que, on a besoin de se concentrer sur une tâche en particulier. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va s'isoler dans une salle de réunion pendant 2 3 heures et dans ce cas-là, si on est manager, on informe son équipe du fait que pendant 2 3 heures, on ne souhaite pas être dérangé. Très bien. Alors, je vais passer à la seconde partie qui est souvent très pointée du doigt par les personnes hautement sensibles, c'est la partie des émotions, puisque ce qui va caractériser la personne hypersensible, c'est qu'elle va ressentir des émotions très intenses, à la fois intenses en hauteur et puis intenses peut-être dans le bas. Donc ça va être important de pouvoir, accepter, que ces émotions nous traversent et puis surtout d'entendre en fait ce qu'elles ont à nous dire. Parce que souvent, les émotions cachent des besoins qu'on n'aurait, éventuellement pas respectés. Donc c'est vrai que souvent c'est quelque chose de difficile. J'entends aussi que, on me dit parfois, «Vous savez, les personnes hypersensibles peuvent aussi être des personnes colériques» et j'entends tout à fait qu'on me dise cela, hein. L'idée c'est pas de dire que la personne hautement sensible est parfaite. Personne ne l'est de toute façon, c'est juste de connaître nos caractéristiques. Mais en effet, ce qui va être important, c'est de comprendre qu'une émotion qu'on n'écoute pas ou qu'une émotion qu'on essaye d'étouffer, elle va se rappeler à notre bon souvenir de façon encore plus intense après. Donc l'idée, c'est au contraire de se dire: «OK, je suis en train de ressentir quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'ai été touchée à, ce moment-là, sur ce point en particulier?» C'est peut-être une remarque que l'on vient de me faire. Qu'est-ce qui fait que ça a déclenché quelque chose chez moi? Parce que souvent, on a l'impression que l'autre est responsable de notre émotion. En fait, l'autre n'est que le déclencheur de cette émotion et donc, il y a peut-être quelque chose par derrière, soit que j'ai pas réglé, soit qui est un peu sensible chez moi et auquel il va falloir que je réfléchisse. Et puis, du côté lumière, ces émotions nous permettent aussi d'être très empathiques en fait envers, par exemple, nos collègues ou nos collaborateurs si nous sommes managers ou dirigeants. Et donc, c'est une qualité formidable. Moi, j'espère vraiment que cette qualité d'empathie, elle va pouvoir se développer encore plus en entreprise parce que des managers empathiques sont des managers qui sont connectés à leurs propres émotions, qui du coup vont comprendre les émotions de leurs collaborateurs, vont donc être à l'écoute. On parle souvent d'être à l'écoute. Bah, à l'écoute, ça passe de toute façon par de l'empathie, hein. C'est de façon authentique qu'on essaye de comprendre ce qui se passe chez les autres. Donc c'est vrai qu'il y a un penchant absolument merveilleux de ce côté émotionnellement intense, c'est cette empathie. Mmh. Et on nous demande aussi, tu as en partie répondu, mais le lien entre hypersensibilité et intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est parce qu'on est, hypersensible que, bah, on a une bonne, je dirais intelligence émotionnelle et qu'on arrive à cultiver son intelligence émotionnelle, plus facilement ou pas du tout? C'est une très belle question. En fait, les 2 ne sont pas forcément liés. C'est-à-dire que, exactement comme tu le disais, il faut qu'on ait «travaillé là-dessus» entre guillemets, parce qu'on peut avoir tout le potentiel émotionnel qui est là, c'est-à-dire, cette empathie dont je parlais à l'instant. Il faut aussi qu'on ait, une capacité à, s'organiser, gérer le stress, être en interaction avec les autres, voir l'intérêt général versus les intérêts particuliers, avoir
avoir un bon amour-propre, ce qui n'est pas toujours le cas des personnes hypersensibles, elles doutent beaucoup d'elles-mêmes. Comme elles sont à l'écoute de tout ce qui se passe autour d'elles, forcément, ça donne une vision agrandie des choses et donc de là viennent, on parlait de l'ébullition des pensées, des doutes permanents. Donc, l'estime de soi n'est pas toujours à son top niveau. Or, dans tout le bilan de l'intelligence émotionnelle, en tout cas tel que défini depuis 1997 par ceux qui ont créé ce fameux test EQI, il y a aussi cette partie de conscience de soi émotionnelle qui nous permet ensuite d'avoir une communication émotionnelle appropriée. Or, on peut avoir tout le potentiel, mais ne pas avoir travaillé sur certains aspects, par exemple le côté colérique dont je parlais précédemment, ce qui fait qu'on va être bon sur certains segments ou sous-segments, et puis on va avoir d'autres sous-segments à travailler. En revanche, le potentiel est là. Donc, les deux ne sont pas forcément liés, mais à partir du moment où on se connecte à son hypersensibilité et qu'on apprend justement à en faire quelque chose de positif pour nous, là, en effet, l'intelligence émotionnelle peut vraiment se développer. Mmh. Il y a une question qui revient aussi, c'est comment savoir que je ressens les émotions de manière plus vive que les autres? Alors on n'a pas tous une «échelle» entre guillemets pour savoir qui ressent de manière plus, mais est-ce qu'il y a des signaux, des signes auxquels je peux faire attention et qui m'indiquent peut-être que, bah, moi ressens ou perçois les émotions un peu différemment des autres? Je pense que ça, c'est vraiment dans l'interaction avec autrui. On se rend compte, en fait, en discutant, alors que ce soit avec des amis, des collègues, au cours d'une réunion, par exemple, que l'on va être touché plus fortement par quelque chose que d'autres personnes. Et puis, en discutant avec eux, il y a peut-être des collègues qui vont vous dire ah bon, tu t'es attardé sur ce point-là? Ah non, j'ai même pas fait attention. Non, je crois pas que c'était un problème. Et donc, c'est aussi malheureusement de là que parfois naît le sentiment de décalage. C'est qu'on a l'impression d'avoir ressenti quelque chose de très fort et les autres personnes vous disent qu'elles n'ont pas forcément perçu ce qui s'était passé. En revanche, quand ce que vous allez dire va faire écho chez quelqu'un d'autre, là, vous allez sentir que peut-être il y a des atomes crochus avec cette personne. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on peut s'appuyer sur des personnes ressources au travail, parce que ça va être important en fait, hein. Quand il y a ce sentiment de décalage, on n'est pas seul au monde, hein, 30% de la population, c'est énorme quand on y pense. Donc, ça peut être intéressant de se connecter à d'autres personnes. Alors après, je ne dis pas que les personnes hypersensibles s'entendent toutes bien entre elles, hein. Encore une fois, il y a tellement de différences que ce n'est pas forcément une évidence. En revanche, c'est vrai que souvent, c'est agréable de se connecter à des personnes qui ressentent les choses très intensément aussi. Très bien. Alors, je passe peut-être à l'étape suivante que sont les pensées en ébullition. Donc, les pensées en ébullition, on vient d'en parler, c'est le fait parfois de douter de soi, le fait qu'un argument vienne en remplacer un autre, le fait que tout ne soit jamais finalisé ou assez parfait. En revanche, le pendant, pardon, plutôt positif, c'est l'intuition. Alors l'intuition, je viens d'en parler à l'instant, c'est-à-dire que vous aurez peut-être, senti quelque chose en réunion et puis d'autres personnes vous diront: «Ah bon, tu crois?» Souvent, en fait, on ressort de réunion, on se dit: «Je crois que cette personne, elle n'a pas été convaincue par, mon argumentaire, je suis pas sûre que finalement on soit parti dans la bonne direction» et puis, des personnes vont vous dire: «Oui, tu as raison, j'ai ressenti la même chose» ou d'autres vont vous dire: «Ah, je crois pas, j'ai pas fait attention à ça». Mais vous aurez vu en fait que, au moment où vous avez parlé d'un point en particulier, la personne a levé le sourcil ou a levé les yeux au ciel et là, pour vous, ça a été un signe que quelque chose se passait. Et puis, la créativité aussi est une conséquence positive de ces pensées en ébullition, je dirais même l'imagination, le fait d'aller dans le détail, parce que les personnes hautement sensibles sont souvent des personnes très méticuleuses aussi. Et donc, comme je le disais au début, mettre à profit cette créativité, ça peut être très enthousiasmant dans le travail. Donc, ça passe pas seulement par de l'artistique, parce que quand on dit créativité, souvent on pense artistique. La créativité, c'est aussi une façon de penser différemment, donc de penser à côté, de faire un pas de côté, d'imaginer une façon différente de traiter un dossier, par exemple. Toutes ces belles qualités qui, parfois, sont demandées en entreprise. Mmh. On nous dit aussi alors Laure nous parle de pensée en arborescence. C'est ça aussi ou c'est différent?
Alors, il y a, parfois une toute petite confusion sur la pensée en arborescence parce que en fait, quand on y réfléchit bien, tout le monde pense en arborescence. C'est-à-dire que, on se dit on dit quelque chose et puis ça nous renvoie à quelque chose d'autre qu'on a vécu et puis quelqu'un nous dit quelque chose et on repense à quelque chose. Ce qui va changer, de nouveau pour la personne hypersensible, c'est l'intensité. L'intensité de cette pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, notamment en coaching, qui peuvent partir très loin. C'est-à-dire qu'on pose une question, ça va partir tuc, 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 tuc. Et puis, il y a des personnes qui vont vous dire je me suis perdue en fait, je ne sais plus quelle était la question. Est-ce que tu peux me ramener au début? Et donc, ce qui change, c'est l'intensité de cette pensée en arborescence. Mais il y a aussi des personnes très sensibles qui sont capables d'avoir une pensée linéaire, séquentielle. Et parfois, en fait, de mélanger les deux, ça permet aussi d'être très efficace au travail. Et moi, ce que je conseille aussi parfois, c'est que si vous sentez que vous avez davantage une pensée en arborescence, ça peut être intéressant d'avoir des collaborateurs, des collègues qui ont des linéaires, ce qui fait que, par exemple, dans une gestion de projet, vous allez être très bon sur l'aboutissement du projet, et puis votre collègue va être meilleur sur le séquençage, entre guillemets, les différentes étapes du projet, qui parfois vous ennuie un peu parce que il faut aller vraiment dans le détail et que parfois on préfère avoir une pensée stratégique, une vision d'ensemble. Mmh. Quand tu as parlé d'être très méticuleux, on nous parle aussi Mm. d'être très, perfectionniste et Ouais. on a des témoignages, de beaucoup de fatigue aussi qui reviennent par rapport à ce que tu disais, aussi par rapport au bruit, au sens. Donc est-ce que quand on est hypersensible, on peut, peut-être plus se fatiguer? Et est-ce que l'hypersensibilité peut amener peut-être un peu plus que chez les autres personnes au burn-out? Est-ce qu'il y a des liens avec, la fatigue, l'épuisement? Oui, alors la fatigabilité, c'est bien qu'on revienne dessus parce que c'est un vrai sujet, en fait, la gestion de l'énergie chez la personne hautement sensible. C'est assez logique quand on y pense, le fait d'être un peu bombardé d'informations, entre guillemets, toute la journée, le fait de passer du coq à l'âne, ça fatigue énormément. Donc, en effet, pour moi, il y a un point crucial là-dessus, j'en parle aussi dans le livre, hein, le fait qu'il faut absolument que chacun se connaisse bien au niveau de l'énergie pour savoir comment, si par exemple vous travaillez à votre compte, vous pouvez répartir vos phases de travail dans la journée. Si vous êtes plutôt du matin, de l'après-midi, c'est le grand avantage finalement d'être à son compte, hein, c'est de pouvoir travailler au moment où on est le plus efficace versus une journée de travail classique, entre guillemets, en présentiel, où on est à peu près de 9 à 18 heures et on n'a pas bien le choix sur les horaires. Donc oui, la gestion de l'énergie, c'est crucial. Et puis, tu parlais du perfectionnisme, je reviendrai dessus un tout petit peu après, sur le passage à l'action, le lien avec la procrastination, par exemple. Très bien. Pardon, j'ai pas répondu à ta question sur le burn-out, mais du coup, si on poursuit le raisonnement, en effet, il semblerait que les personnes hautement sensibles, soient, de bonnes candidates, au burn-out entre guillemets, hein, parce que, il y a, pour moi aussi une force de résilience chez ces personnes qui fait que, OK, il y a un coup dur, mais on se remet en selle. Il y a un coup dur, on se remet en selle. Et parfois, en fait, cette résilience pose presque problème parce qu'on n'est pas à l'écoute du corps, on n'est pas à l'écoute des signaux que le corps nous envoie et souvent, c'est le corps qui parle en premier dans le burn-out et qui nous dit: «Stop, stop, stop, j'atteins ma limite», hein. Et donc si on se dit: «Mais non, ça va aller» parce que, c'est la tête qui dirige et que du coup, elle contraint le corps, bah, là, ça peut devenir problématique. Mmh, et comme solution par rapport à ce qu'on s'est dit, des problèmes en open space et de l'énergie et de la gestion du temps, le télétravail revient aussi comme, quelque chose de très vertueux qui peut aider. Mmh. Oui, complètement. C'est vrai que le télétravail, d'ailleurs, c'est un peu comme ça que qu'on s'est connus, Fabienne, il y a 1 an, puisque j'avais écrit un article dans Psychologie qui expliquait que peut-être le déconfinement allait poser problème, aux personnes hautement sensibles. Alors à l'époque, je ne savais pas que nous aurions encore des confinements et des déconfinements. Heureusement, heureusement. Voilà, mais toi qui as écrit un livre sur le télétravail, d'ailleurs, tu peux aussi, en parler aussi bien que moi, mais c'est vrai que pour les personnes, hautement sensibles, le fait d'être à la maison, dans son cocon, on parlait des horaires, mais ça permet aussi d'être, habillé comme on le souhaite ou en tout cas, bien sûr, on n'est pas, habillé, de façon, comment dire? Inconsidérée par rapport au travail, mais je veux dire par là que j'en parlais ce matin avec une cliente, hein, il y a quand même peut-être parfois un petit peu moins d'exigence, notamment, vis-à-vis des femmes. Le fait ne serait-ce que le fait de ne pas porter des talons, chaque jour, quand on est chez nous, c'est aussi, comme une libération
libération, entre guillemets, un peu un carcan qu'on retire. Oui, Et donc, le télétravail, ça permet cela. Ça permet aussi de ne pas être en interaction toute la journée de façon physique avec les personnes, puisque quand on est en interaction physique, il y a encore plus de stimuli que quand on est en interaction via Zoom, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles, et notamment les personnes introverties, parce que toutes les personnes hautement sensibles ne sont pas introverties. C'est à peu près un tiers d'introvertis, un tiers d'extravertis et un tiers d'ambivertis qui arrivent à naviguer entre les deux. Mais c'est vrai que pour les personnes introverties, ça peut être agréable de travailler en télétravail. mmh. Et Mm. alors avant il y a plein de questions, donc vous rassurez-vous, j'en ai noté pas mal mais du coup, avant de répondre, à ces questions, est-ce que tu pourrais nous partager, des bonnes pratiques, des clés un petit peu pour, réussir à s'épanouir, dans le monde du travail quand on est hypersensible? Oui, avec plaisir. J'avais préparé aussi un tout petit point là-dessus pour que peut-être, in a nutshell, on arrive à repartir avec quelques points clés, et puis ce sont forcément des choses que vous retrouverez dans le livre. Je commence par justement le chapitre premier dont je vous parlais tout à l'heure, sur la définition de sa relation au travail. Pour moi, c'est le préalable à toute chose. C'est-à-dire que, il faut d'abord que je m'interroge sur qu'est-ce que je recherche finalement dans le travail? Comment j'ai envie de me sentir au travail? Finalement, quelle est la structure qui me conviendrait? Quel type de management, par exemple, me conviendrait? Quelle relation j'ai envie d'entretenir avec mon manager? Quelles valeurs j'ai envie de mettre en œuvre au quotidien? Parce que les hypersensibles ont des valeurs chevillées au corps. Tout le monde a des valeurs, bien sûr, hein, mais pour les hypersensibles, ça va être très difficile de piétiner certaines valeurs. Je le retrouve beaucoup en accompagnement. Donc, c'est important aussi que vous définissiez quelles sont vos propres valeurs et qu'est-ce qui va être important pour vous. Est-ce que vous allez avoir besoin d'autonomie? Est-ce que vous allez avoir besoin d'une grande reconnaissance? Parce qu'on disait parfois l'estime de soi est un peu faible, donc on cherche la reconnaissance à l'extérieur. Voilà, il y a tous ces points à définir, et puis du coup, forcément, l'industrie pour laquelle on travaille, hein, c'est pas toujours la même chose en fonction là aussi des valeurs qui sont véhiculées par les industries. C'est important de se poser ces premières questions. Ensuite, alors, j'ai l'impression que ça ne défile plus. Oui. Vous aussi, vous avez un problème? Est-ce que vous êtes toujours sur définir sa relation au travail? Exactement, oui, mais écoute, c'est pas grave, on peut continuer sans, Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai il y a pas de un souci. petit bug du PDF qui veut plus défiler. C'est bientôt le week-end. Bon, alors, je vais peut-être juste essayer de, ah ça y est, il est C'est bon, revenu. tu vois? Voilà, il est revenu. C'est parti, tout va bien. Le deuxième point que je voulais identifier avec vous, c'est justement d'identifier et de communiquer ses émotions. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais l'idée, ça va être vraiment d'accepter que l'on est traversé par des émotions et qu'on puisse les communiquer. Alors, vous verrez dans le livre, je parle de la communication non violente qui, je pense, pour les personnes hautement sensibles, est vraiment très pratique, parce qu'il vous permet d'aller identifier les besoins à l'intérieur de vous que vous n'avez pas forcément respectés, et du coup de les faire remonter pour ensuite les traduire sur la base de ressentis. Donc on n'est pas dans l'interprétation, on reste très factuel, et le fait de ressentir, comme pour la personne hypersensible, c'est crucial. Sur la base de ces ressentis, vous allez pouvoir, disons, décrire ce que vous avez vécu dans une situation donnée, et ensuite formuler une demande sur la base de vos besoins. Et les besoins, on les a identifiés précédemment dans notre relation au travail. Donc ça va être vraiment important de suivre ce cheminement. Ensuite, il y a l'histoire du passage à l'action. On en parlait tout à l'heure par rapport au perfectionnisme. En effet, le fait d'être parfois très méticuleux, d'aller dans le détail, parfois aussi d'être dans le contrôle, ça vous mène à un petit peu de procrastination. Alors la procrastination, elle a plein d'origines. C'est aussi parfois un manque d'organisation, mais pas seulement, honnêtement. Et donc, ça va être important de se demander si déjà cette procrastination, elle vous bloque, parce que tout le monde procrastine, hein, de toute façon, on procrastine toujours. Est-ce que c'est parce que le sujet ne m'intéresse pas? Est-ce que justement, je ne peux pas utiliser ma créativité pour twister un peu le sujet et puis le faire autrement? Par exemple, moi, dans ce PDF, vous voyez, j'ai mis beaucoup d'images parce que je préfère, disons, divulguer des choses à l'oral, et du coup, j'aime bien m'appuyer sur des images. Donc, vous voyez, même si il y a quelque chose qui est plus compliqué pour vous à faire, vous pouvez toujours trouver une façon de twister le sujet. Et donc, le passage à l'action, il va être crucial. Alors, parfois, donc, il faudra juste s'habituer à fonctionner avec un objectif et un plan d'action. Ça, j'en parle aussi dans le livre. Parfois, il va falloir s'interroger sur son perfectionnisme. Et là, j'ose le
dire ici, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. Le perfectionnisme, c'est un défaut. Il faut qu'on se le dise parce que souvent, on se leurre un peu. Vous savez, dans les entretiens d'embauche, on dit oui, je suis perfectionniste en disant un peu que finalement, c'est une qualité et c'est le défaut de la qualité. Mais en fait, le perfectionnisme en amont, c'est très chouette. Ça permet d'aller dans le détail et puis de vraiment bien préparer un sujet. Mais si le perfectionnisme nous empêche de terminer un travail, de le rendre et d'être satisfait de ce qu'on a fait, de ses accomplissements, là, ça devient problématique. Donc, on peut faire quelque chose de façon imparfaite, on peut le tenter au travail, voir ce que ça donne. Et vous verrez que souvent, vous avez de très bons feedbacks sur le fait que votre travail a été synthétique. Et si vous y aviez passé 2 heures de plus avec quelque chose de plus complet, les feedbacks auraient peut-être été les mêmes, voire intéressant. Donc, c'est important de faire des petits tests là-dessus, de simplement pas se dire oui, mais c'est trop compliqué pour moi, j'y arrive pas. Vraiment de tester d'être moins dans la perfection, ce qui va vous permettre de passer à l'action et de moins procrastiner. Et ce passage à l'action, il va vous aider à nourrir votre estime de vous parce que c'est par ces accomplissements que vous allez vous dire ok, j'ai testé une fois, finalement c'était plus simple que ce que je pensais, j'ai envie de le refaire. Et c'est souvent ce qu'on fait en coaching, c'est que d'une séance à l'autre, on teste des choses. Ça, c'est vraiment important. Et nourrir cette estime de soi, ça passe aussi par le fait d'accueillir des compliments, parce que c'est facile d'entendre des compliments. Donc, c'est important aussi. Ça peut être important aussi de questionner votre entourage sur vos propres talents. Qu'est-ce qu'un talent? C'est quelque chose que je fais plus facilement que les autres. Je ne me rends pas compte parce que justement, je le fais plus facilement. Et donc, c'est l'entourage qui va vous dire, mais non, mais là-dessus, tu as des facilités. Et puis, souviens-toi, il y a 2 ans, tu faisais déjà ça, etc. Donc, ça va être important aussi quand on essaye de définir ses propres talents. Si, par exemple, on veut se reconvertir. Mmh. J'ai parlé aussi de la clarification, des relations de travail parce que, ça va être parfois, quelque chose de problématique aussi pour les personnes hautement sensibles. C'est qu'elles peuvent rentrer dans des relations parfois, un petit peu toxiques puisqu'elles sont à l'écoute des besoins des autres. Elles vont parfois, travailler plus qu'il ne faut pour, satisfaire, l'entourage et puis au final, être un petit peu aimées et appréciées. Alors que parfois, il faut absolument apprendre à mettre ses propres limites et apprendre à dire non. Donc, j'en parle dans le livre aussi, c'est vraiment crucial de le tester au fur et à mesure. Mmh. Très bien. Voilà, j'ai essayé d'accélérer un peu le rythme pour qu'on ait au moins 20 minutes de partage avec tout le Il y a monde. plein, Je plein vais... de questions, donc c'est Bon, alors, il y a vraiment un vrai engouement pour le télétravail, ça c'est super intéressant. Il y a Véronique qui nous dit au Danemark que les entreprises permettent aux salariés de travailler de chez eux quand ils veulent. Il y a une vraie confiance et c'est vrai qu'on a du retard là-dessus par rapport aux pays nordiques. Donc, c'est intéressant de revenir à ça aussi. Et on voit que c'est dans vos témoignages, vous êtes plusieurs à témoigner que vraiment ça a été très bénéfique pour vous les périodes de télétravail et que ça a été plus compliqué quand il a fallu revenir du coup après notamment le premier déconfinement. Il y a une question, alors il y a plusieurs témoignages qui soulèvent une question que le monde de l'entreprise est parfois compliqué pour les hypersensibles. Et est-ce qu'il y a des environnements de travail du coup qui sont plus favorables que d'autres aux hypersensibles? Et est-ce que le monde de l'entreprise peut convenir aux hypersensibles ou est-ce que l'hypersensibilité est vraiment encore aujourd'hui trop un frein selon toi? alors, c'est difficile de faire des généralités. Encore une fois, je pense que vraiment, c'est tout un chacun qui doit s'interroger par rapport à ses propres besoins. De nouveau, il y a la question de l'énergie, il y a la question de la gestion du temps, il y a la question des émotions, il y a la façon de voir les choses, de percevoir les choses, de faire son travail. Je repense notamment à quelque chose dont je parle aussi dans le livre, c'est on croit que tout le monde veut juste bien faire son travail. En fait, non. Ce qui est important, on le sait, hein, parfois dans le monde de l'entreprise, c'est bien sûr de faire du bon travail, mais aussi de communiquer sur le fait qu'on a fait du bon travail. Et parfois, c'est très difficile pour les personnes hautement sensibles de rentrer dans une certaine forme de stratégie. Il y a beaucoup de jeux politiques aussi dans l'entreprise, donc ce sont des choses qui peuvent vraiment poser des difficultés aux personnes hautement sensibles. Après, pour être honnête, il y a des personnes très sensibles qui s'en sortent très bien dans l'entreprise et heureusement, parce que justement, elles ont appris à décoder un petit peu ces jeux politiques, ces façons de travailler, puisque comme elles ont un fort sens de l'observation, elles peuvent aussi comprendre en regardant, en observant comment les personnes fonctionnent. Alors après, il faut aussi du coup accepter de rentrer dans le jeu et donc ça dépend aussi un peu de votre rapport à la
norme. Est-ce que la norme, vous l'acceptez? Est-ce que vous la contournez, mais elle ne vous pose pas de problème? Est-ce que vous l'affrontez parce qu'elle elle vous pose des difficultés et que vous êtes plutôt dans une position rebelle, entre guillemets? Donc ça va jouer aussi dans votre prise de décision par rapport ou non au monde de l'entreprise. Après, ce qui est vrai, c'est que on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs des personnes très sensibles qui n'ont pas trouvé leur entreprise, se sont heurtés à trop de difficultés qui se sont accumulées, du fait justement de ne pas accepter certains comportements ou, de ne pas comprendre comment, certaines choses fonctionnent. Je parle parfois du billard à 3 bandes. Vous êtes dans une réunion et vous savez que madame X, elle soutient votre sujet, mais il se trouve qu'elle va le démonter parce qu'en fait, elle s'entend pas avec madame Y et que le fait de démonter votre sujet, ça va faire que madame Y sera pas contente. Donc ça, c'est très compliqué pour certaines personnes et du coup, eh bien, au final, c'est vrai que, des personnes très sensibles vont se dire, «Moi, j'ai justement envie de faire du bon travail. Par ailleurs, je suis assez créative donc j'ai envie de travailler sur tel sujet. J'aime bien aussi avoir de la diversité dans mon travail, donc je suis ravie si je suis à mon compte parce que je fais à la fois, de la compta». Alors tout le monde n'aime pas faire de la compta, hein, mais je fais un petit peu de Confirme. compta, voilà, Non, les vendredis je après-midi sont vraiment, voilà. Je fais des ressources humaines, si j'ai besoin de recruter un petit peu, je fais de la communication, je m'occupe de mes réseaux sociaux et puis j'ai une liberté de parole. Donc ça, c'est aussi important et puis finalement, je suis quand même extravertie, donc je peux tout à fait, travailler avec, des entreprises, mais en externe et en gardant ma liberté de ton. Ça va être important aussi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. oui, et on nous demande, en tant qu'indépendant justement, est-ce qu'il y a selon toi des difficultés particulières pour les hypersensibles? Alors, en tant qu'indépendant, oui, il peut y avoir des difficultés. De toute façon, comme je disais, rien n'est jamais parfait, hein. Ça, il faut se le dire dès le début parce qu'après, il y a sinon un petit peu de déception, même quand on passe à son compte, de se dire: «Bon, beh, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Alors finalement, est-ce qu'il y a rien qui fonctionne?» Non, bien sûr, rien n'est jamais parfait. Quand on est à son compte, bah, on vient d'en parler à l'instant, il faut être OK pour, toucher un petit peu à tout, être un petit peu dans le «slash» entre guillemets, c'est-à-dire le fait de cumuler, certaines activités aussi parfois. Parce que si par exemple on a un cœur de cible et qu'on a besoin de compléter avec des revenus additionnels, on peut aussi faire d'autres activités. Quand on est à son compte, il y a certaines personnes qui se plaignent de la solitude. Alors moi je leur dis toujours, la solitude, ce n'est pas une fatalité en fait quand on est à son compte, puisque déjà il y a beaucoup de groupes d'entrepreneurs. Alors en ce moment, depuis 1 an, c'est vrai que c'est plus compliqué de rencontrer des entrepreneurs, mais il y a quand même beaucoup de choses qui existent en digital. Quand, disons, les rassemblements reprendront, il est tout à fait possible de participer à plein d'activités. Vous pouvez aussi, au fur et à mesure, connaître des personnes qui font les mêmes choses que vous. Pour ça, les réseaux sociaux, on les critique beaucoup, mais les réseaux sociaux, ça permet aussi de se mettre en relation avec des personnes qui font la même activité que vous. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Élodie Crépel, par exemple. Donc, c'est vraiment très enrichissant parce que c'est des personnes que vous n'auriez pas forcément rencontrées et que vous allez rencontrer. Donc, cette solitude, ce n'est pas une fatalité. Après, il y a parfois la relation à l'argent qui peut poser problème quand on est à son compte, parce que je rencontre pas mal de clients qui me disent «Ah, mais je suis très douée là-dedans, mais c'est hors de question que j'en fasse quelque chose de financier, que je touche de l'argent par rapport à ça». Et donc là, vous voyez, on est dans une croyance qu'il va falloir travailler en coaching parce que du coup, ça empêche la personne de pouvoir mettre en œuvre quelque chose de joli et de créatif parce qu'elle ne veut pas que l'argent vienne toucher cela. Donc là, vraiment, ça renvoie parfois aussi à un héritage familial, etc. Donc ça va être important de travailler sur le sujet. Mmh. Alors, il y a une question tout à l'heure quand on parlait de la définition de l'hypersensibilité, on a fait le lien, ou pas avec, les hauts potentiels. On nous demande par Mmh. rapport à la neurodiversité, est-ce que, il y a, du coup des liens entre, les hypersensibles et certaines, autres formes, quand on parle de neurodiversité? Est-ce qu'il y a un lien qui est établi ou pas forcément? Bah, en fait, le haut potentiel est considéré dans la grande famille de la neurodiversité. Donc, puisque, l'hypersensibilité fait la plupart du temps partie du haut potentiel, on peut en effet considérer que ça fait partie de la neurodiversité. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre, du TDA avec H ou pas, du trouble de l'attention avec ou pas, d'hypersensibilité. Il y a aussi, le trouble du spectre
autistique, TSA. Donc, il y a, si vous voulez, c'est une façon plus large d'aborder le sujet. Mais c'est intéressant que la question soit posée parce que je remarque que souvent les entreprises, en fait, abordent le sujet du haut potentiel ou de l'hypersensibilité par ce spectre de la neurodiversité ou de la diversité tout court. Alors, quand je fais des interventions en entreprise, il y a des gens qui me disent bah, déjà que c'est compliqué d'avoir une égalité homme-femme, donc vous pensez bien que l'hypersensibilité, on peut toujours attendre. J'en ai bien conscience, mais du coup, ça n'empêche pas de faire travailler les gens sur le sujet parce qu'encore une fois, l'idée dans tout ça, c'est de faire en sorte qu'on ait un monde du travail qui devienne quand même un petit peu plus sensible et qui soit plus ouvert à ce monde des émotions parce que les émotions, on ne les laisse pas à la porte de l'entreprise. Bien sûr. Tout à l'heure, on parlait du côté perfectionniste. Alors, il y a eu énormément de témoignages, là-dessus, donc ça a vraiment, voilà, fait écho à beaucoup de monde et quand on est hypersensible, on nous demandait aussi: «Est-ce qu'on est dans l'hypercontrôle?» Est-ce que ça va avec? Mmh. Oui, alors je suis désolée si je me suis fait des ennemis en disant que le perfectionnisme était un défaut. C'est juste un peu pour, réveiller les consciences parce que parfois je crois qu'on se voile aussi un peu tous la face en se disant: «Mais non, mais c'est bien d'aller dans le détail» et en fait, moi, je fais vraiment la différence entre, le fait d'aller dans le détail et le fait d'être dans le perfectionnisme, exagéré qui nous empêche de terminer des travaux et du coup de montrer à quel point, on a fait du bon travail sur un sujet. Et donc, en effet, le perfectionnisme, je disais, il peut avoir plein de, comment dire, de sources et c'est vrai que le contrôle, et c'est normal parfois, d'être dans le contrôle quand on est dans l'hyperpensée parce que du coup, on a quadrillé un peu tous les aspects d'un sujet, donc du coup, on a envie d'être dans le contrôle et le contrôle, peut en effet nous poser d'immenses problèmes par rapport à ça. Je pense que le fait de, comprendre que de toute façon, on ne pourra jamais contraindre personne, ni soi-même, à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on l'entend très bien pour autrui. Se dire, finalement, on ne peut jamais forcer, personne à faire quoi que ce soit, dans le sens de ce que l'on voudrait, hein. On ne va pas, apparaître dans une dictature et puis contraindre quelqu'un, c'est très compliqué. Et du coup, c'est intéressant aussi de se l'appliquer à soi, de se dire, finalement, là, mon cerveau essaye de me contraindre, à faire quelque chose. Mais si j'arrive pas à le faire, si j'arrive pas à aboutir ce travail, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ce contrôle? Est-ce qu'il y a, peut-être un problème au niveau de l'envie? Peut-être un problème au niveau de, la façon dont on fait ce travail? Donc je pense que c'est vraiment intéressant de décortiquer, le fait qu'on soit dans cet, ultra perfectionnisme et en fait, c'est toujours plus intéressant de se dire que je suis dans une évolution progressive plutôt que dans un perfectionnisme. Parce que honnêtement, en plus, moi, si vous me demandez ce que c'est la perfection, je ne sais pas la définir, hein. C'est quoi un travail parfait? C'est un travail parfait par rapport à nos propres critères. Donc du coup, c'est sur nos propres critères qu'il faut qu'on s'interroge. Qu'est-ce qui est finalement important pour moi dans ce travail-là? Est-ce que c'est ce que les gens vont en penser? Est-ce que c'est ce que j'en pense moi? Est-ce que c'est, le temps que j'y aurais passé? Hem Parce qu'on sait que parfois le résultat n'est pas toujours corrélé au temps qu'on y a passé. Donc, finalement, travailler sur notre capacité de synthèse et d'analyse, parfois, ça peut être plus intéressant. Tout à fait. Il y a un cas qu'on n'a pas abordé, on nous, demande l'hypersensibilité quand on est au chômage. Est-ce que tu aurais des conseils pour, gérer cette situation? Est-ce que c'est particulièrement difficile pour, les hypersensibles? Voilà, quels seraient tes conseils, par rapport à ce cas, cette situation? Ah, c'est une belle question. On me l'a jamais posée, et moi je l'ai vécu puisque, quand j'ai quitté mon poste de salarié, je n'avais rien derrière et donc, je me suis autorisée à prendre le temps de la réflexion et je pense qu'en fait, tout se situe aussi au niveau des pensées. C'est-à-dire que, hem, tout va résider dans le fait qu'on se «fiche un peu la paix» entre guillemets sur une période de temps donnée. Et en revanche, ça, je le rencontre beaucoup, en coaching puisque j'ai des personnes qui sont dans des périodes de chômage et il y a forcément une différence entre le fait d'être au début de la période de chômage, au milieu ou vers la fin. Et donc, ça va être super important, mais comme d'habitude, de se donner un plan, d'attaque, un plan d'action et un objectif. C'est-à-dire que, quel que soit le temps qui vous reste dans le chômage, combien de temps je me donne
pour être déjà dans une période de réflexion, d'inspiration, d'infusion de tout ce qui se passe en moi? Est-ce que aussi, j'ai beaucoup souffert dans, le job précédent, par exemple, et est-ce que j'ai des choses à réparer? Et donc dans ce cas-là, il faut prendre le temps de la réparation parce que parfois je vois des gens qui se précipitent en fait à vouloir reprendre quelque chose et je leur dis: «Mais, vous avez combien de temps devant vous?» Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont, 1 an et souvent j'ai des personnes qui vont me dire, aussi, «Alors j'ai de l'épargne, mais je veux pas, la toucher parce que, c'est pour les coups durs». Et du coup, je m'interroge, je me dis: «Et ça, est-ce que c'est un coup dur? Qu'est-ce qu'un coup dur?» Donc en fait, c'est toujours aussi dans le rapport à soi, hein. Après la difficulté, c'est quand, par exemple, on n'a pas, de quoi voir venir, qu'on n'a pas pu mettre de côté. Ça, bien sûr, c'est plus angoissant et donc il va falloir dès le début mettre en place, un plan d'action qui vous permette finalement de vous rassurer. Parce que parfois, c'est juste qu'on ne prend pas le temps de se dire: «Bon, finalement, combien de temps je peux me donner pour aboutir à quelque chose d'autre?» que ce soit, une reconversion, le fait de monter une entreprise ou le fait de retrouver un job. C'est vraiment important de définir sa relation au temps dans un premier temps. Au temps, pardon. Et alors on avait un témoignage, c'était Jacques qui nous disait que, sa chef lui notait dans je crois que c'était un entretien ou un rapport qu'il était trop sensible et qu'il avait du mal à accepter les alors si ce n'est les critiques, en tout cas les remarques et lui avait l'impression de travailler là-dessus et de faire des efforts pour bien, prendre ces remarques. Donc il demandait qu'est-ce qu'il peut faire pour, essayer de voilà, de s'améliorer là-dessus? Quels seraient tes conseils? Ah et c'est très riche en fait ce retour, j'aurais, 1000 choses que j'aurais envie de dire. Je vais essayer de faire vite. Désolée si je parle un peu vite parfois. Merci beaucoup pour ce partage. En fait, Jacques, hein, c'est bien ça, pointe du doigt, ce qu'on appelle parfois, la susceptibilité, chez les personnes hautement sensibles. En fait, c'est pas tant une susceptibilité que, le fait de prendre les choses, très, directement et très profondément. Encore une fois, on est dans la notion d'intensité. C'est-à-dire que comme on entend et on capte un peu tout ce qui se passe, on va avoir tendance à vraiment, prendre la chose très fortement et peut-être à remettre trop en question d'autres choses. C'est-à-dire que si mon manager me dit ça, est-ce que ça veut dire d'avant, elle ne me l'a pas dit, mais que ça fait un moment qu'elle voulait me le dire? Est-ce que du coup, j'ai d'autres choses à remettre en question? Et si Jacques a la sensation que lui, il a travaillé dessus, c'est certainement qu'il l'a fait et que du coup, malheureusement, peut-être la manager, ne n'a pas fait un feedback, en bonne et due forme, j'ai envie de dire, puisque un feedback, vous le savez, on commence toujours par, les points d'amélioration parce que c'est toujours difficile pour le cerveau de, commencer par les points positifs. Vous savez, on dit souvent, 1 point positif, 3 points négatifs, ou l'inverse. Donc du coup, il faut toujours arriver à mettre des points positifs en face de tout ça. Certainement que Jacques, il a déjà commencé à travailler sur le sujet et que du coup, lui, s'il sait qu'il a son axe d'amélioration, il peut aussi dire à son manager qu'il entend très bien ce qu'elle lui dit, qu'il sait qu'il a encore un axe d'amélioration là-dessus, mais qu'il est en chemin et qu'il trouve qu'il y a, certaines choses justement qui se passent mieux pour lui. Hem, Après, cette question de, la façon dont on reçoit les choses, elle va être vraiment primordiale. C'est-à-dire va falloir vraiment faire la limite entre, ce que la personne me dit et ce que je reçois. Alors en plus, cette personne s'appelle Jacques. Ça me fait penser à Jacques Salomé qui a écrit là-dessus, j'en parle aussi dans le livre, c'est la fameuse écharpe relationnelle. C'est-à-dire qu'à chaque bout de l'écharpe, il y a 2 personnes et je suis responsable de mon bout d'écharpe jusqu'au milieu de l'écharpe et mon interlocuteur est responsable de l'autre bout d'écharpe. Donc je suis responsable de ce que je reçois et donc d'arriver, c'est difficile, hein, mais de faire la part des choses entre ce qu'elle me dit, ce que ça vient toucher en moi et la façon dont je le reçois, pour ensuite en faire quelque chose de positif, en fait. Et puis si vous avez l'impression que ce qu'elle vous dit vous pouvez en discuter avec elle, hein. On n'est pas obligé de tout recevoir ou de tout accepter, dans les feedbacks qu'on nous donne. Bien sûr. Par rapport alors on a parlé du chômage, de l'entreprise. On nous demande quand on a un entretien d'embauche, Oui. est-ce qu'on parle de son hypersensibilité? Est-ce que, il y avait d'autres témoignages qui nous disaient, «J'ai peur qu'on voit mon hypersensibilité dans mon entreprise et je Mmh. porte le masque». Donc quels seraient tes conseils, bah, notamment, pour un entretien d'embauche ou, quand on est en entreprise? Alors, dans l'entretien, la question, c'est toujours
pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que vous voudriez en parler? Qu'est-ce qui fait que, vous avez l'impression que vous allez être démasqué? Je reviendrai sur le la question du masque après. Moi, je conseille toujours en fait, c'est comme tout, hein, de contextualiser ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se mettre une étiquette, d'hypersensible et de se coller, dans une «case» entre guillemets, parce que vraiment l'idée, c'est plutôt d'expliquer comment on fonctionne. Que l'on soit hypersensible ou qu'on ait une autre caractéristique, ce qui est important pour les autres, si les autres ne la comprennent pas ou ne la vivent pas, c'est qu'on la leur explique. Donc, souvent, je prends l'exemple par exemple, de l'open space. Si je vais passer un entretien, moi, quand j'allais passer des entretiens, je regardais toujours autour de moi les locaux, comment c'était organisé. J'avais besoin de comprendre l'atmosphère, l'environnement, etc. Et si, par exemple, vous êtes inquiet justement que votre poste de travail soit dans l'open space, vous pouvez, dans l'entretien, commencer à poser des questions. Et du coup, est-ce que sur le recrutement de ce poste, vous savez si je serai dans un bureau avec d'autres collègues, en interaction avec d'autres personnes, etc. Et là, d'expliquer peut-être que vous avez un fort besoin de calme pour travailler et que du coup, peut-être vous êtes intéressé de savoir s'il y a des jours de télétravail, par exemple. Donc, pour moi, c'est toujours de contextualiser en fait son partage parce que on a un biais aussi quand on commence à s'intéresser au sujet de l'hypersensibilité ou du haut potentiel, c'est qu'on a l'impression que tout le monde le connaît, tout le monde en parle. Alors, Dieu merci, on en parle plus aujourd'hui, mais il y a plein de personnes qui n'en ont pas entendu parler, qui peuvent en plus mal interpréter ceci. Encore une fois, le préfixe, parfois, il pose problème. Quant au haut potentiel, j'en parle pas, hein. C'est parfois très mal compris. Donc, c'est vrai que ça peut être plus risqué pour vous de le faire. Donc, moi, je conseille plutôt de contextualiser. Quant au fait de porter le masque, la personne qui disait j'ai peur qu'on me démasque, en fait, là, il y a tout un travail à faire sur le fait d'accepter son hypersensibilité et de se dire qu'au contraire, ça peut être quelque chose de positif. Parfois, alors je ne sais pas si c'est ce à quoi la personne faisait allusion, mais on dit oh, j'ai pleuré dans cette discussion avec mon manager, j'ai pleuré dans la réunion, etc. J'ai envie de vous dire que c'est pas un problème en fait, que c'est OK de pleurer en entreprise, c'est normal. Vous êtes une personne humaine, vous ressentez des choses et que quand vous pleurez, si par exemple vous êtes manager, ça veut dire que vous autorisez aussi vos équipes à en faire de même. Mais là, il y a un énorme travail, on est bien d'accord, hein, il y a un énorme travail de fond à faire sur le fait que pleurer c'est OK, que quand on est hypersensible, non, on n'est pas un ou une pleurnicharde, que c'est juste que quand on est touché par des choses, c'est normal de le manifester de façon extérieure. Alors après, on peut décider de ne pas pleurer en entreprise, hein, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que ça peut être tout à fait reçu de façon courtoise. Mmh. Et justement, c'est intéressant, c'était ma prochaine question par rapport aux pleurs, donc tu vois, on doit être en lien. Mm. Il y avait plutôt quelqu'un qui me disait: «Je suis hypersensible, mais je ne pleure pas beaucoup et j'ai plutôt du mal à pleurer». Alors est-ce que, voilà, quand on est hypersensible, forcément, on a la larme à l'œil facile ou pas du tout? Mmh. Non, non, du tout. En fait, c'est ce que je vous disais, il y a des personnes qui vont être plus touchées par, leur sensorialité, d'autres qui vont être plus touchées par, leur, côté, émotionnel. Maintenant, on peut aussi être très émotionnel, mais s'être empêché, peut-être du fait de notre éducation ou autre, de, manifester, de façon extérieure, sa tristesse ou sa joie, parce que les émotions sont aussi des émotions dans le sens positif. Donc là, il y a toute une question à se poser sur comment est-ce que j'interagis finalement vis-à-vis de mes propres émotions. Mmh. Ouais. Certains parlaient aussi beaucoup du stress. Alors, c'est revenu aussi quand on disait être à son compte, ça peut causer du stress, Mm. aussi un peu plus de fatigue et là, on nous demande aussi, beh, justement l'hypersensibilité et l'anxiété. Est-ce que, là aussi on est, peut-être plus stressé, plus anxieux, quand on est hypersensible? Alors, j'aurais tendance à dire oui, dans le sens où toute l'hyperstimulation fait qu'il y a une grande conscience de ce qui se passe en fait à l'extérieur. Donc, peut-être sur certaines interactions par rapport au monde extérieur, la période actuelle aussi peut être très anxiogène, par exemple. Est-ce que du coup, au travail, on va avoir plus d'anxiété, peut-être plus de difficultés à savoir, comment, «dealer» entre guillemets, avec cette anxiété. Donc, dans ce cas-là, il faut avoir vraiment des techniques. Alors, chaque technique est propre, aux personnes, hein. On n'a jamais, les mêmes. Je sais que certaines personnes aiment bien méditer. Moi, par exemple, c'est impossible de méditer parce que là, j'ai encore plus de pensées dans tous les sens. Donc vraiment chacun, choisit son propre outil qui lui permet d'apaiser en fait, cette anxiété.
On nous a parlé de la méditation et pour d'autres, c'était le Mmh. sport, par exemple, qui revenait Le aussi. sport, exactement. Ça dépend aussi de si vous êtes introverti, extraverti, complètement. Tout à fait. Alors et j'ai vu passer pas mal de témoignages, qui peuvent être aussi rassurants pour, certains et certaines. On Mmh. nous dit notamment, bah, par exemple, par rapport à des tests de personnalité en entretien, la sensibilité est ressortie et ça n'a pas posé problème parce qu'on en a discuté. Donc du coup, voilà, c'est, positif et une personne qui Mmh. expliquait, que, bah, son hypersensibilité, elle l'a très bien vécue dans une entreprise. Par contre, quand elle en a changé, du coup, c'était beaucoup plus compliqué. Donc le Mmh. cadre aussi joue Complètement. il y a pas de fatalité, c'est ça, par rapport au monde de l'entreprise, c'est ça qui est aussi, intéressant. Il y a pas Oui. une seule vérité, là-dessus. Très Oui, bien. complètement. C'est vraiment l'objet du 1er chapitre dont je vous parlais, c'est que, parfois on peut être très bien dans une structure et puis passer dans une autre et se rendre compte que, nos caractéristiques, font beaucoup moins écho à cette structure. Donc c'est vraiment important quand on change, de poste, de se poser toutes ces questions en amont. Mmh. Et de poser plein de questions aussi aux personnes qui sont déjà dans l'entreprise, qui peut-être connaissent des personnes dans l'entreprise. Il faut vraiment faire, une «étude de marché» entre guillemets, avant d'accepter un job, mais ça, c'est le cas pour toutes les personnes, hein. Exactement et Mmh. bah, très chouette. Alors pour finir, je voulais aussi te dire que dans le chat, il y a eu énormément de messages, de remerciements, de félicitations, que tu Ah, étais, très claire, que les propos étaient pédagogiques, que c'était déculpabilisant donc du coup, ah génial. c'est important de t'envoyer, toutes ces ondes positives qui sont sorties tout au long du webinaire. Bah, ça va être déjà l'heure de se quitter, c'est Oh passé là là, trop vite. en tout cas merci beaucoup Fanny. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui ont participé. J'espère qu'on n'a pas frustré trop de personnes au niveau des questions, mais Fabienne a vraiment été, super active, donc merci Voilà. beaucoup. C'était un plaisir Et bah d'avoir cette discussion et puis on peut la poursuivre sur les réseaux sociaux mais si vous bien le sûr, c'est ce souhaitez, que hein. j'allais dire, vous pouvez retrouver Fanny, Mmh. du coup, notamment sur Instagram. Je te laisse redonner le nom exact de ton compte pour te trouver. Oui, oui, tout à fait. Donc les comptes, toujours sur les réseaux sociaux s'appellent Marais Solutions Coaching. Donc Marais, MARAIS, tiré du 6, solution au singulier, tiré du 6, coaching. Alors ça, c'est pour le site internet, mais le tiré du 6, on s'en fiche en fait pour les pour les réseaux sociaux. Donc c'est Marais Solutions Coaching. Je suis sur Instagram, LinkedIn, Facebook et puis il y a mon site internet aussi si vous le souhaitez. Eh ben, avec, plaisir. Je te laisse, redire une fois le titre de ton livre aux éditions Weber? Oui, je peux même le montrer, mais je crois que si Ah je le montre, il va génial, être à l'envers, donc c'est un petit peu dommage, parfait. hein. Bien. Donc, c'est Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail. Eh ben, merci à toutes et à tous. Franchement, c'était un vrai plaisir et je vous dis à bientôt, sur My Happy Job et à bientôt aussi Fanny. Merci beaucoup Fabienne, merci à tous. À bientôt. À bientôt.